C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'information. Yorana, bienvenue dans ce journal. 15 milliards de francs pacifiques pour financer le filet de sécurité afin de maintenir l'emploi et réduire la précarité liée à la crise. Des moyens financiers qui ont permis d'atténuer l'impact du Covid au Fénois. C'était le dernier jour pour honorer vos impôts fonciers. Si beaucoup ne l'ont pas fait de gaieté de cœur, ils ont fait preuve de patience devant les caisses des contributions pour éviter la majoration. Elle pourrait être un impératif pour relancer le tourisme. La sécurité sanitaire est au cœur des programmes de promotion. Les professionnels du secteur disent oui. Elle permettra peut-être de relancer la machine de l'après-crise car le variant Delta a fait des ravages tant au plan humain qu'économique. Nous verrons cela en détail avec Juliane Favnec dans un instant. Et enfin, nous embarquerons à bord des trucks de FAA, mais ne vous y méprenez pas, seul l'extérieur vous ramène au transport d'antan, mais l'intérieur est ultra moderne. Les autorités viennent de l'annoncer. Le confinement le week-end sera levé à partir du 9 octobre. Le week-end de la semaine prochaine, donc, les manifestations et spectacles culturels seront autorisés aussi. Les musées pourront rouvrir leurs portes, de même que les salles de jeux et les cinémas, dans la limite de 50% de leur capacité d'accueil. La crise sanitaire n'a pas provoqué une forte hausse du chômage, contrairement à ce que l'on pouvait croire. 10 450, c'est le nombre de demandeurs d'emploi, quasiment le même effectif qu'il y a 2 ans. Mais le choc de la crise est toujours là. 11% des emplois salariés sont toujours aidés par le pays. Des signes de reprise semblent toutefois éclore. Stéphane Ratino et Marcel Bonneau. Ils ont posé leur signature au bas d'un contrat à durée indéterminée. Effervescence au CEFI ce matin, 23 sourires sur le visage de ces ex-demandeurs d'emploi. Ils vont participer à la création d'une brasserie et d'un restaurant gastronomique à l'aéroport, une manière de savourer à nouveau le futur pour des employés au parcours varié. J'ai quitté l'école en mai et je suis direct allée au CEFI pour m'y inscrire parce que je voulais vraiment travailler. Et ça me fait plaisir de savoir que avoir de l'argent, ça. C'est ton premier emploi alors? Oui, c'est mon premier emploi. Actuellement, je suis dans la mécanique et le tonton. Il m'a pris sous ses ailes. J'apprends la mécanique et je voulais changer de métier encore. Et tu avais envie de revenir à la restauration? Faire mon métier. Malgré la crise qu'il y a eu récemment et qui continue à perdurer. Donc on voit cet engouement de la part des demandeurs d'emploi qui essaient malgré tout de chercher une possibilité, une alternative de pouvoir s'insérer sur le marché de l'emploi. Actuellement, au CEFI, il y a 1100 offres d'emploi. Parmi les secteurs les plus demandeurs de main-d'œuvre, l'hôtellerie et le tourisme. Tous les mois, le CEFI reçoit 250 nouvelles offres d'emploi. C'est dire que les entreprises reprennent un peu confiance malgré la difficulté de la crise. Et notre secteur demandeur, c'est le support à l'entreprise. 15% des offres disponibles ici au CEFI de Papeete. L'emploi reprend donc des couleurs. Le chômage a baissé de 2,3% sur une année, mais ce niveau de l'emploi ne retrouve pas les chiffres d'avant la crise. Toutefois, les 15 milliards d'argent public mis au service de l'économie ont évité un naufrage, à savoir la disparition potentielle de 8 800 emplois. Les 3/4 d'entre eux ont été sauvés. Nous avons, et c'est ce que relève l'enquête de l'Institut de la statistique, l'enquête emploi, nous avons réussi grâce au soutien massif des pouvoirs publics, État, pays, de pouvoir maintenir globalement les emplois et puis surtout de contenir effectivement un taux d'emploi relativement élevé. Le partenariat CEFI chefs d'entreprise fonctionne encore mieux. Le caractère aigu de la crise a agilisé les processus. Cette souplesse est une nécessité. Les chefs d'entreprise ont besoin de visibilité, de stabilité. Alain Ménard, avec ses associés, a signé 23 contrats de travail ce matin. Malgré la crise, un investissement de plusieurs dizaines de millions de francs est en cours pour un nouveau projet de restauration à l'aéroport. Comme tout investissement, c'est toujours un pari. C'est pas un pari hyper compliqué. On sait très bien que si on retrouve un niveau touristique correct, c'est un pari gagné. Maintenant, la grande incertitude, c'est est-ce que la situation va réellement s'améliorer? Advienne que pourra. Malgré l'incertitude, il faut investir encore et toujours. Je ne dis pas qu'il faut, moi c'est ma position, voilà, c'est ma position parce que c'est comme ça qu'on peut avancer.
Reste une réalité, 80% de l'emploi salarié se concentre dans l'agglomération de Papeete. La crise est toujours là, bien sûr, mais l'économie ne s'effondre pas. Toutefois, une course de longue haleine est devant nous. Et cette année, l'emploi coûte plus cher. Les crédits consacrés ont été multipliés par 3 au regard de 2019. Comme chaque année, le mois de septembre rime avec impôt foncier. Pour les procrastinateurs, eh bien, il est trop tard pour payer vos redevances puisqu'aujourd'hui était la date butoir. On dénombre plus de 51 000 contribuables, mais tous ne sont pas imposables. Ceux qui possèdent des constructions de moins de 5 ans, notamment. Les détails avec Mérénie Gamblin et Hubert Liao. Si vous êtes propriétaire et que vous rencontrez des difficultés financières, vous devrez quand même honorer le paiement de votre taxe foncière. En cas de retard, la majoration s'élève à 10%. On est obligé de venir payer, même si c'est une crise. Eux, ils s'en foutent. Ils vont chercher un moyen pour que tu payes. Ben écoute, là, tu vois bien qu'il y a du monde. Hein? Après, on s'adapte parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. On n'a pas envie d'être majoré, donc on vient, on fait avec. Il faut y aller, le territoire aussi dépense beaucoup. Donc, il faut faire l'effort et puis c'est tout. Hein. C'est nous, c'est le pays. Au lieu de revenir demain, je téléphoné à mon fils de venir payer aujourd'hui parce que demain, c'est plus 10%. La direction des impôts et des contributions publiques propose des solutions pour accompagner certains contribuables en difficulté. Il faut se rendre à la pairie de la Polynésie française, seule habilitée à donner des plans de règlement. Et là-bas, vous rencontrez des contrôleurs ou des inspecteurs qui vont vous aider à payer en plusieurs fois, à vous accorder un paiement échelonné de votre impôt. La taxe foncière apporte chaque année 4,3 milliards de francs à la Polynésie, réinjectés dans les caisses du pays et des communes. Pour la partie communale, au budget affecté au budget des communes, ils vont s'en servir pour faire tourner leur budget. Et pour la partie territoriale, elle vient quand même payer toutes les infrastructures que l'on peut avoir, infrastructures routières et autres. Sur l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt foncier, seulement 4% n'honorent pas leurs redevances. Intervention musclée ce matin dès 6h à la mission pour interpeller 5 hommes qui seraient impliqués dans l'altercation avec des policiers municipaux et des agents de la DSP. Cela s'était déroulé le week-end dernier dans la résidence Les Hauts du Tira où lors d'une intervention pour tapage nocturne, 2 véhicules des forces de l'ordre ont été caillassés par des individus. Mais ce matin, l'interpellation en a indigné plus d'un. Une habitante témoigne au micro de Corinne Tehetia et Marcel Bonou. Il était 6h09 quand ils sont arrivés. Ils sont intervenus dans le quartier. Voilà. Donc j'étais en première ligne de mire, je les ai tous vus arriver. Donc après, chaque groupe se sont dirigés vers les logements. Donc à leur sortie, j'ai découvert petit à petit la première personne qui a été arrêtée. Donc j'étais sidérée parce que c'était innocent dans ce qui s'est passé il y a samedi. Et après, la deuxième personne, pareil, parce qu'il a été embarqué ce fameux soir. Donc, il ne restait que 2 voitures de police. Après, il y a eu en réunion, tout ça. Rappelons qu'une enquête a été ouverte par le parquet pour dégradation de biens d'utilité publique en Réunion et une procédure judiciaire est en cours pour fait de violence avérés envers les forces de l'ordre. Tahiti Tourisme joue la carte de la sécurité sanitaire pour attirer les touristes. La promotion du pays passe désormais par la sécurité sanitaire. Le programme Safety Ambassadors semble séduire les professionnels. Il semble même être le label pour poursuivre et surtout maintenir son activité. Les explications de Nicolas Suire et Jérôme Lee. Lancé par Tahiti Tourisme, Safety Ambassador est un label qui devrait figurer sur tous les sites des professionnels du secteur touristique polynésien. Il s'agit pour ces derniers de s'engager à respecter tous les protocoles et lois sanitaires. Le but, à rassurer le client quant au niveau de vaccination du personnel et quant au respect des gestes barrières. Ils ne veulent pas être exposés au risque d'être positifs et être coincés 10 jours sur Tahiti. Les agents de voyage, d'ailleurs, risquent d'être poursuivis par leurs clients pour les avoir envoyés dans une destination ou un hôtel ou réserver une activité où ils auraient attrapé le Covid. Les touristes le confirment eux-mêmes. Être rassurés sur le plan sanitaire est crucial pour choisir la destination de ses vacances. Go somewhere else.
Nous serions allés ailleurs, à moins d'être rassurés à propos du niveau de vaccination et à propos des moyens mis en place pour nous protéger. L'ensemble des professionnels du secteur veut bien sûr adhérer au label Safety Ambassador. Je pense que c'est la logique de tout le monde, puisque nous sommes pour l'ouverture. Nous sommes pour le déconfinement. Nous sommes pour reprendre cette activité touristique. Nous sommes pour réouvrir ouvrir nos frontières et réouvrir nos entreprises. Pour nous, c'est vital. Attention tout de même, le label n'implique pas que tous les personnels soient vaccinés. Nous avons tous ou presque tout fait pour que notre personnel soit vacciné. Maintenant, moyen, pas de résultat. Absolument. C'est exactement comme ça qu'il faut le résumer. On a tous tout fait, donc on rentre dans le cadre du programme. Si on désire s'y inscrire, on peut le faire, dans la mesure où on y rentre. Mais effectivement, c'est du volontariat et pour l'instant, il n'y a pas de contrôle. Dans le projet, chaque signataire devra également avoir à disposition des autotests en cas de besoin. Les prestataires de services ne sont pas tous d'accord sur ce point. On ne peut pas s'amuser à faire des tests en permanence quand on prend les gens dans les hôtels et pensions de famille. On n'a pas le temps du tout, c'est absolument impossible. Et quand bien même, si on avait le temps, si une personne s'avouait positif à un résultat, on ferait quoi? On les débarque Moi, je pense que ça, c'est un petit peu trop demandé. À Bora Bora, certains grands hôtels poussent au plus loin le niveau de protection avec les gestes barrières, masques, gel et prise de température de chaque employé au début de chaque prise de service. Afin de rassurer davantage notre clientèle, lorsqu'ils arrivent ici, ils peuvent voir la diffusion de cette vidéo dans leur chambre qui permet de leur expliquer tous les moyens mis en place nécessaires pour limiter la propagation du virus. Rassurer en démontrant que la situation sanitaire est sous contrôle, que le taux de vaccination est suffisamment haut et que tout est mis en place pour que les protocoles de protection soient respectés, et ce, afin que les touristes reviennent en nombre. Oui, un programme utile malgré une amélioration sanitaire qui se confirme. Les personnes hospitalisées sont passées sous la barre des 100 et il y a eu un mort ces dernières 24 heures. Dirigeons-nous enfin vers le bout du tunnel. Au vu des chiffres, on ne peut qu'espérer car cette deuxième vague a un coût. Nous allons le voir tout de suite dans le détail avec vous, Suliane Favnec. Bonsoir. Bonsoir. Alors oui, tout à fait. En fait, les dépenses d'abord du variant est de 2,3 milliards. Alors comment s'est partagé ces dépenses? En fait, elles se sont partagées d'abord avec les dépenses pour le CHPF. Donc il y a 1,3 milliard qui est destiné au CHPF pour le personnel. Pourquoi? Parce qu'il a fallu en fait d'abord recruter du personnel, mais également il a fallu financer les astreintes. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que lors du pic de l'épidémie, donc au mois d'août, on avait en fait un taux d'incidence d'à peu près de 2008 sur 100 000. Et donc, comme vous voyez sur cette courbe de la direction de la santé, l'hospitalisation a clairement augmenté. On était presque donc à 400. Alors, ce ne sont pas les seules dépenses. En effet, il y a les dépenses qu'on nomme consommables et diverses. Et donc, ces dépenses consommables concernent tout ce qui est matériel anti-Covid, donc les masques pour se protéger, les gels hydroalcooliques, mais aussi le matériel de réanimation. Et il y a également les dépenses nommées diverses, c'est-à-dire tout ce qui est fluide et gaz pour bouteilles d'oxygène, mais également les locations de conteneurs frigorifiques. Autres dépenses, ce sont celles de l'Institut Louis Malardé. L'Institut Louis Malardé, qui je rappelle, fait donc des analyses de tests anti-Covid. Et donc il y a 700 millions qui sont destinés à l'Institut Louis Malardé. Et puis, Suliane, on le sait que depuis la crise sanitaire, l'économie polynésienne est en grande souffrance. Alors, d'où vient l'argent ? Oui, c'est un peu la question, en effet. Donc, il a fallu un peu piocher dans les caisses, c'est-à-dire aller prendre les budgets d'autres ministères, récupérer un peu d'argent pour le secteur de la santé. Donc, comment ça se passe? Il faut redéployer, en fait, les crédits. La deuxième chose, c'est d'aller prendre dans les économies qui ont été faites des ministères, des services et établissements publics qui s'élèvent à peu près à 1,6 milliard, mais également, bien sûr, le prêt de l'État auprès de l'Agence française de développement, qui est à peu près un prêt de 35,8 milliards.
Et donc le total, en fait, du coût de la santé, au total de l'année, le projet de rapport qui a été envoyé à l'Assemblée dit que déjà au début 2021, par rapport à 2020, il y avait plus 4% d'augmentation. Et évidemment, le variant arrivant, les coûts ont clairement doublé. Et donc, effectivement, on est passé de 3,7 milliards à 7,8 milliards. Donc, ce qu'on peut dire, Ayata, c'est qu'effectivement, la crise sanitaire coûte très cher aux Fénois. Et ce qu'on espère surtout, c'est qu'il n'y aura pas de 4e vague. Merci beaucoup, Juliane Favnek, pour toutes ces explications. Ce projet sera examiné demain par la Commission de l'économie. Il devrait être étudié jeudi prochain par les élus de l'Assemblée. Les collectifs opposés à l'obligation vaccinale ne lâchent rien. Ils manifestent une fois encore ce samedi pour se faire entendre. Le 18 septembre dernier, ils étaient près de 3000. Ils espèrent donc être autant à battre le bitume de la place Toata à l'Assemblée de la Polynésie. La semaine dernière, les membres reçus par le président de l'Assemblée et les chefs de groupe avaient obtenu des accords verbaux, alors qu'Edouard Fritsch avait déclaré que cette loi ne sera pas suspendue. Une loi qui fait l'objet de 7 recours d'annulation auprès du Conseil d'État. Nous partons enfin à la découverte des trucks. Vous le savez, ces moyens de transport de la belle époque disparus en 2014. Et pour la mémoire, mais aussi pour garder ce qui fait partie intégrante de son patrimoine, la ville de Faa a investi 32 millions de francs pacifiques dans des trucks nouvelle génération. Ismaël Tahiata et Marcel Bonneau les ont testés pour nous. C'est une grossesse qui arrive enfin à terme. Après 9 mois de travaux, les 2 bébés sont là, flambant neufs, des trucks modernes aux couleurs de la commune. Premier atout, un tableau de bord électronique. Comme c'est géré par ordinateur maintenant, avant nos bus, nos anciens bus, on est obligé de regarder visuellement tous les matins. Par contre, ce modèle, ce camion-là, on a juste joué là sur le volant. Le niveau d'huile qui affiche, on entend un petit moment. Là, on est chez CD, niveau d'huile correct. Alors, le moteur en ronde comme un chat. C'est parti. Direction l'école de Farahainui à Pouré. Petit bonus, une boîte robotisée. Elle offre ainsi une conduite agréable et légère. L'avantage encore, qu'on est isolé, hein, avec les enfants qui sont derrière, déjà pour le bruit, les enfants et tout. Et avec cette maladie qui vient, le Covid, là, c'est encore plus top alors. Là, on est les chauffeurs et les enfants, on est carrément séparés. Autre avantage, ce véhicule est adapté aux routes étroites et aux chemins escarpés des quartiers de Faa. On a beaucoup de montées à Faa et des passages comme l'école de Vélotia ou autres, où les bus touchent. Donc avec ces trucks, ça se passe sans problème. D'autant plus qu'ils ont une particularité, c'est d'avoir une caisse à bascule qui permet de monter ou baisser la caisse, pour les passages difficiles, mais baisser la caisse surtout pour faire descendre les enfants ou les personnes âgées. Plus de 2000 enfants utilisent le transport communal chaque jour de la semaine. Ils sont issus de 11 établissements scolaires. Le truck, les enfants adorent. Déjà, c'est les chaises. Et alors? Comment ça, les chaises? Très bien. C'est confortable? Ouais. Football, judo ou encore natation, le truck permet aux enfants de participer aux différentes animations de la ville. Pour Ohiva et ses camarades, ce sera 1 heure de tennis. 5 chauffeurs assurent le service quotidien. On a déjà 2 trucks qui partent et 2 grands bus et 2 petits bus. Ces 2 trucks permettront de renouveler sa flotte en raison de la vétusté des bus actuels. L'opération est financée à hauteur de 25% par le pays et à 65% par la commune. C'est la fin de cette édition. L'information principale retenue pour ce soir concerne l'emploi qui reste contenu grâce au dispositif d'aide du pays. Le budget a été multiplié par 3 en 3 ans. De 5 milliards de francs en 2019, il est de 15 milliards cette année. Mais le choc de la crise est toujours là. 11% des emplois salariés sont toujours aidés. Et fort heureusement, des investisseurs se lancent le pari d'investir en pleine crise et donc de créer de l'emploi.
Demain, on s'intéresse au Matahiapo dans votre émission L'invité café. Georges Nahey, le responsable de la cellule protection des personnes en perte d'autonomie, répondra aux questions d'Ibrahim Ahmed Aziz. Demain soir aussi, Polynésie la Première vous proposera un programme spécial à l'occasion de la Journée mondiale des personnes âgées. Votre quotidien, La Dépêche, titre demain sur les mesures de sauvegarde de l'emploi présentées aujourd'hui, mais aussi sur ces stagiaires du RSMA qui sont en immersion à Papineau. Un nouvel épisode de la série télévisée Small Axe, juste après ce journal, avant de laisser place à un téléfilm français sorti en 2015, Le goût des merveilles, vous emmène au cœur de la Dôme provençale. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Demain et tout au long du week-end, Stéphane Ratino et Thomas Ter-Iteporwar-Ey seront aux commandes de vos journaux télévisés. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.